Ça fait rêver, beaucoup de monde en parle, se bâtir un patrimoine, toucher des loyers. Mais bon, est-ce que la réalité est aussi simple que cette image d'Épinal, surtout dans le contexte actuel? C'est une excellente question. Aujourd'hui, on va essayer de regarder ça de plus près. Les stratégies, les chiffres qui comptent vraiment, et puis les erreurs classiques dans l'investissement locatif. On va s'appuyer sur différentes analyses et aussi des témoignages, hein. Oui, l'objectif, c'est clair, c'est d'aller un peu au-delà des slogans publicitaires, quoi. Comprendre ce qui fait un bon investissement ou pas, identifier les faux pas fréquents et voir comment aborder un projet immobilier de manière lucide. Alors, qu'est-ce qui attire tant vers la pierre, au fond? Souvent, on entend parler de l'effet de levier, c'est ça? Utiliser l'argent de la banque pour acheter. Exactement. C'est souvent le moteur principal. L'idée d'utiliser le crédit pour acquérir un bien sans forcément avoir une mise de départ énorme. Avec l'espoir derrière de revenus un plus, peut-être préparer sa retraite ou simplement laisser quelque chose. C'est ça. Mais attention, la première vigilance, elle doit s'imposer sur les chiffres qu'on voit passer. On parle beaucoup de rentabilité brute. Ah oui, le fameux loyer annuel divisé par le prix d'achat. Voilà. C'est un indicateur, bien sûr, mais il est très, très insuffisant, voire même trompeur parfois. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'entre ce chiffre brut et ce qui reste vraiment dans la poche, il y a un gouffre. Exactement. Ce qui compte vraiment, c'est la rentabilité nette. Et pour l'obtenir, la liste des choses à déduire est assez longue. D'accord. Comme quoi, par exemple? Alors, il y a les charges de copropriété, bien sûr. Les éventuels frais de gestion si on délègue. Les impôts locaux, la taxe foncière notamment. Les assurances. Mhm. Il faut aussi penser aux périodes où le logement est vide, la fameuse vacance locative. Il faut l'anticiper un minimum. Et évidemment, les travaux, qu'ils soient petits ou gros. Donc si on prend un exemple simple, Prenons un studio, acheter 100 000 euros, louer 500 euros par mois. Ça donne une rentabilité brute affichée de 6%. Pas mal sur le papier. oui. Mais une fois qu'on a déduit tout ce dont on vient de parler, eh bien cette rentabilité nette, elle peut facilement tomber à 3,8%, voire moins, si on a des imprévus, des gros travaux. L'écart entre le brut annoncé et le net réel peut facilement atteindre 40, voire 50%. Ah oui, quand même. Ça remet sacrément les pendules à l'heure. Et ça met à mal le mythe du bien qui s'autofinance tout seul, où le loyer couvrirait tout, crédit compris. Beaucoup de gens y croient encore, non? Oui, c'est un mythe qui a la vie dure, et il peut être dangereux. La réalité, surtout avec des prix d'achat qui restent élevés dans beaucoup d'endroits, ou des taux d'intérêt qui ne sont plus à 1% comme avant, Hmm. la réalité c'est que ça boucle très rarement tout seul. L'autofinancement total, c'est vraiment l'exception. On a l'exemple de Serge à Lyon qui est assez frappant. Il a acheté un T2, il pensait que son loyer de 850 euros suffirait largement. Et au final, Au final, entre le remboursement du crédit et toutes les charges mensuelles, il doit rajouter 420 euros de sa poche, tous les mois. Et ça, c'est sans compter un éventuel mois sans locataire. c'est exactement ça. Donc l'autofinancement, faut pas trop rêver. Cet exemple, il souligne un piège majeur, une mauvaise estimation financière au départ. D'accord. Et il y a d'autres pièges classiques. Ah oui. Un autre écueil évident mais fondamental, c'est la localisation. Acheter dans une zone où il n'y a pas vraiment de demande locative, ou pire, une zone en déclin économique. C'est la catastrophe assurée. Exactement. Et puis, il y a tous ces frais un peu cachés, ou qu'on sous-estime. Les frais de notaire, bien sûr, mais aussi les travaux imprévus, ou ceux qui deviennent obligatoires avec les normes de rénovation énergétique. La taxe foncière qui a tendance à augmenter, les assurances, la liste est longue. Et j'imagine qu'il ne faut pas non plus trop compter sur une énorme plus-value à la revente pour se refaire. Ce n'est pas garanti. Absolument pas garanti. C'est une autre illusion fréquente. Prenons l'exemple de Blaise à Lille. Après 10 ans de détention, son bien a pris 16% de valeur. C'est pas mal, 16% en 10 ans. Sur le papier, oui. Mais attendez, une fois qu'on déduit tous les intérêts d'emprunt payés pendant ces 10 ans, le coût des travaux qu'il a dû faire, les impôts sur le revenu foncier, les charges diverses et les frais liés à la revente elle-même, Ah oui. ah, eh bien le gain net, ce qui reste vraiment, il est minime, voire parfois inexistant. Ça rappelle une chose importante, l'immobilier locatif c'est souvent d'abord une histoire de cash flow mensuel, de gestion au quotidien, avant d'être une spéculation sur la plus-value. C'est très clair. Ces réalités, ces calculs pointus, est-ce que c'est typiquement français ou est-ce qu'on observe des dynamiques différentes ailleurs, par exemple notre voisin allemand? C'est une bonne question, parce que les approches et les marchés peuvent varier. En France, on a des outils fiscaux qui peuvent être intéressants, comme le statut LMNP,
location meublée non professionnelle. Oui, on en entend parler. Ça permet quoi exactement? Ça permet souvent d'amortir la valeur du bien et du mobilier, ce qui peut réduire, voire annuler, l'impôt sur les loyers perçus pendant un certain temps. C'est un avantage non négligeable. Les rendements bruts peuvent aussi être parfois plus attractifs en France, surtout si on sort des très grandes métropoles. D'accord. Et l'Allemagne alors? L'Allemagne, c'est différent. Le marché est réputé pour sa très grande stabilité. Par contre, les rendements bruts sont généralement plus faibles qu'en France. Il y a une culture très forte de la location. Près de la moitié de la population est locataire. C'est beaucoup plus qu'ici. Ah oui. Et les droits des locataires sont très, très protecteurs. Ce qui est bien pour eux, mais ça peut être une contrainte pour l'investisseur. Et la fiscalité n'y est pas forcément un cadeau non plus pour celui qui investit. Donc deux marchés, deux philosophies un peu différentes. Et pour revenir à la situation actuelle, avec la remontée des taux d'intérêt qu'on a connue ces derniers temps, est-ce que ça change fondamentalement la donne pour quelqu'un qui voudrait investir aujourd'hui? Oui, indéniablement. Des taux plus hauts, ça veut dire des mensualités de crédit plus lourdes. Logique. Du coup, atteindre ce fameux point d'équilibre où les loyers encaissés couvrent au moins les mensualités et les charges, ça devient encore plus difficile. L'autofinancement, déjà rare, devient quasi impossible sans un apport conséquent. Alors, quelle stratégie adopter dans ce contexte? Faut-il renoncer? Non, pas forcément renoncer, mais il faut être encore plus stratégique, plus malin. Ça peut vouloir dire cibler des biens avec un potentiel de rendement plus élevé, peut-être des biens avec des travaux pour négocier le prix, ou dans des zones moins chères mais dynamiques. Accepter aussi peut-être de faire un effort d'épargne mensuel plus important. Oui, accepter que le bien ne s'autofinance pas et qu'il faudra mettre de sa poche chaque mois en considérant ça comme une forme d'épargne forcée. Ou alors, négocier très âprement le prix d'achat pour compenser le coût du crédit. Dans tous les cas, l'analyse préalable du projet doit être encore plus rigoureuse, plus détaillée. Donc, pas de moment parfait pour investir. Le timing parfait, ce n'existe probablement pas en immobilier. Par contre, une analyse solide, réaliste et bien menée, ça existe et c'est indispensable, quel que soit le contexte de taux. Pour résumer un peu tout ça, on pourrait dire que l'immobilier locatif, ça peut être un excellent outil pour se constituer un patrimoine, vraiment. Mais ça ne tolère ni l'improvisation, ni les illusions, ni l'amateurisme. La préparation, la rigueur dans les calculs et une bonne connaissance du marché local, c'est absolument clé. D'accord. Si on devait retenir 3 règles d'or, pour conclure, qu'est-ce que ce serait? 3 règles d'or. Moi, je dirais peut-être 1, la localisation. La localisation, la localisation. Toujours viser une zone où il y a une vraie demande locative, prouvée. Essentiel, je suis d'accord. Ma deuxième règle serait 2. La calculette, la calculette, la calculette. Simuler, simuler, simuler la rentabilité nette en incluant absolument toutes les dépenses, tous les frais. Et même prévoir des scénarios un peu pessimistes, avec de la vacance, des gros travaux imprévus. Mieux vaut être agréablement surpris. C'est sûr. Et la troisième? Peut-être 3. Penser long terme. L'immobilier, ce n'est pas un placement qu'on fait pour 6 mois. C'est un marathon, pas un sprint. Il faut du temps pour amortir les frais, lisser les aléas. Tout à fait. Et si je peux me permettre d'ajouter une dernière réflexion, peut-être un peu plus personnelle, avant que les gens se lancent, Oui, bien sûr. c'est de se demander, au-delà des chiffres, de l'appât du gain potentiel, quelle est la motivation profonde derrière ce désir d'investir dans la pierre? Est-ce que c'est juste suivre une mode ou est-ce qu'il y a un vrai projet derrière? Et surtout, est-ce que cette motivation est assez forte pour accepter les contraintes, les efforts financiers parfois, les soucis de gestion potentielle, bref, les réalités concrètes de cet investissement? Se poser cette question honnêtement, je pense que c'est vraiment la toute première étape. Une excellente question pour finir. Voilà qui clôt notre exploration des réalités de l'investissement immobilier aujourd'hui. On espère que ces éléments pourront nourrir les réflexions de chacun.